Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes. Et dans cette 12e vidéo dédiée à Kubernetes, on va s'intéresser au statut des pods. Alors l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, ça va pas être de faire de la démo et non plus du debug, même si c'est très lié. On fera une vidéo spécifique par rapport à du debug. Il faut générer des cas de figure, des cas d'erreur. On va en parler. On va parler aussi des pistes pour résoudre certains problèmes, ou en tout cas quand on débute, c'est assez intéressant déjà d'avoir un peu d'idées par rapport à ça. Et puis également, l'idée derrière cette vidéo, c'est de se dire il faut être curieux de ce que l'on voit et des réflexes également un petit peu à avoir pour ne pas s'arrêter tout de suite sur quelque chose qui est un fait établi, qui fonctionne certes très bien, Kubernetes en l'occurrence, mais ça vaut le coup d'aller un petit peu plus loin, gratter plus loin, ce qu'on appelle souvent poncer une techno dans le jargon des gens un peu plus passionnés de l'open source. Voilà, il faut pas s'arrêter des fois sur certaines choses. Là, on va s'arrêter quand même à un moment donné, mais c'est de vous donner, on va dire, de l'appétence pour cette curiosité aussi en même temps. Le statut des pods en est un très bon exemple. C'est un domaine qui est assez complexe, et l'idée c'est pas forcément de rentrer complètement dans la complexité, mais c'est de comprendre qu'il y a quand même une complexité avant tout. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous soutenez mon travail, soutenir la chaîne, ou cliquez sur merci. Likez surtout, faites-le, c'est ce qui permet de soutenir la chaîne, soutenir les vidéos. Commentez également, faites-moi un petit coucou, vous êtes passé par là. Dites-moi en plus aussi sur vous, les pods, les statuts de pods, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté par rapport à ça, si vous avez déjà rencontré ces choses-là. Et puis, du coup, c'est parti. Alors, les statuts de pod, ça c'est quelque chose qui est, donc si on prend ici à côté, on était à la suite de la vidéo précédente, on a un kubectl get pods qui nous sert un pod ici, et quand on fait alors on a deux manières un petit peu importantes pour collecter de l'information sur les pods. Ça, on l'a déjà vu quand on avait fait la vidéo, souvenez-vous, où on avait passé en vue le contenu finalement d'un haut YAML ici de pod. Et on avait vu que sur la partie un peu finale, il y a beaucoup d'informations, notamment ce qu'on appelle status. Et dans status, derrière, on retrouve plein d'informations qui servent finalement à calculer, on va dire, un peu ce statut de pod, même si cette notion de statut du pod, vous allez voir, elle n'est pas, comment on va dire, c'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre, et le terme statut en soi n'existe pas réellement. C'est plus compliqué que ça, c'est quelque chose qui se calcule, d'ailleurs en permanence, et en fonction de différents éléments, et dans un ordre et un algorithme très complexe et élaboré. Vous voyez que d'ailleurs, dans ce status, on retrouve des conditions. Là, on est sur un pod, donc ça veut dire que c'est les conditions du pod avec des dates. Vous voyez ici, des horodatage plutôt. Un statut de nouveau qui a true. On pourrait avoir false, ça veut dire aussi, bien sûr. On a donc un ordre aussi dans lequel les événements ont été réalisés ici, au niveau du pod, et on voit que le truc, il est passé de par différents statuts, par différents types, pas statuts. Donc c'est des types du coup de conditions de pod, et on est passé de pod scheduled, donc prévu par le scheduler, du coup, ça sous-entend un peu ça, containers avec un S ready, donc tous les containers sont ready. Ok, ensuite on est passé en ready tout court, ok, ça veut dire que le pod lui-même, comme tous les containers, je présume, ont été démarrés, le pod lui-même est en statut ready. Initialized, alors en fait là, attention, subtilité quand même, c'est qu'on regarde l'horodatage, du coup on se dit mais initialized, attends, tu viens de me dire qu'il était ready, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est là où on voit, et c'est d'ailleurs une des difficultés parfois au niveau de Kubernetes, c'est que l'horodatage, alors d'une part celui-ci, bon, d'une part il n'est pas mis dans l'ordre, donc on pourrait s'amuser à le remettre dans l'ordre d'une manière ou d'une autre, mais il serait à repositionner ici, le initialized, qui est là, voilà, il serait à repositionner juste ici finalement, avant le containers ready. Et ensuite on a le pod ready to start containers. Alors là c'est pareil, vous vous dites, alors si on supprime les 35, on sait que c'est avant. Là on a des trucs dans la seconde 37
qui est présente ici. Alors d'ailleurs, il y a 2 heures de décalage là, mais dans la seconde 37, vous voyez qu'il y a plein de choses dans la même seconde. Et ouais, et là c'est assez problématique. Alors vous pourriez avoir la même chose si vous faisiez par exemple des kubectl get events. Les événements de cube sont par exemple assez souvent dans la même tranche de temps. Et du coup, ça permet pas de savoir qu'est-ce qui s'est déroulé juste avant, juste après. Par exemple, quand il y a des restarts et tout, bah ça devient un peu délicat et on n'a pas la finesse qu'il faut pour pouvoir l'apprécier. Là, c'est le cas de figure. On a plein de choses dans la 37, mais en fait, bon, il y a quand même un ordre qui est assez cohérent à comprendre pour un truc qui a démarré, qui n'est pas en mode qu'on n'a pas besoin de débugger, donc ça se comprend assez facilement. Mais si on avait besoin de débugger pour dire tiens, mais finalement l'état qui correspond et tout, bah on aurait besoin d'avoir un ordre assez formel. Là, on serait un petit peu bloqué. Puisque le pod ready to start container, bah, on présume qu'il est avant ready to start container, bah, c'est qu'il est créé, donc il est juste avant par contre que les containers soient ready. Voilà, donc ça c'est important. À côté ici, vous voyez qu'en plus, donc là on était dans les conditions de status, conditions qui s'appliquent au pod, et à côté vous voyez on a les container statuses. Donc pour chaque container, on a les statuts de chacun des containers, et dedans on retrouve un state running. Et alors là, lui, vous voyez que c'est une clé pour quelque chose qui est en dessous, pour dire qu'il est running started at, donc il a commencé à être running à ce moment-là. Si on avait d'autres states, on aurait d'autres éléments également. Et là, quand on a 2 containers, bah, du coup, on a la même chose avec un autre container également à côté. Alors là, ça pourrait être, je sais pas si on va le voir, mais voilà. Il y en a un qui a démarré juste avant l'autre, par exemple. Celui-ci, il est dans la seconde 37, celui-ci, il est dans la seconde 36. Et effectivement, les images en téléchargement, etc., bah, c'est pas garanti qu'on aboutisse exactement au même moment. Alors ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est derrière, c'est le phase, ici, qui est à running, et qui est également, alors j'ai le téléphone qui sonne en même temps, qui est également un indicateur où on se dit mais ça c'est un statut en fait running. Mais non, en fait le terme exact c'est pas statut, c'est phase, phase quoi on va dire en français, donc running. Et du coup là on se dit ouais il y a quand même, en fait si je veux connaître un statut qui n'existe pas vraiment de pod, bah finalement, c'est tous ces éléments-là qu'il faut relativement prendre en compte. Alors bon, bien sûr, il y a des paramètres qui englobent d'autres paramètres. Hein. Ce paramètre-là est pris en compte, est calculé à partir des autres paramètres. Mais ça, c'est un premier élément. Autre endroit où on peut trouver aussi ces éléments-là. Si on fait describe, par exemple ici, comme ceci, du pod, on va aussi retrouver des informations. On va retrouver des conditions. Vous voyez, on avait le type tout à l'heure, etc. Là, on voit qu'on a le type, et cette fois-ci, on retrouve un ordre aussi qu'on avait tout à l'heure, les fameuses conditions du pod. Et là, on a le statut juste à côté. Donc ça résume, et ça met surtout en forme beaucoup mieux les conditions qu'on avait vues dans le getPod-YAML. Dans le describe, c'est plus sympathique à regarder. Déjà, premier élément. Deuxième chose, vous voyez qu'ici, on a les containers. Donc, hop, si on monte ici, containers, donc on a le container qui s'appelle updater, l'autre container qui s'appelle nginx ici, et on a un state, donc ce qu'on avait vu tout à l'heure, avec un started, donc un state qui est running. Alors vous voyez que la mise en forme n'est pas la même. Tout à l'heure running était une clé, là c'est pas une clé, donc ça a été remis en forme. Started, à quel moment ça a été started, et on sait qu'il est ready, true, ok. Et là on retrouve le status. Alors tout à l'heure c'était phase. Vous voyez que du coup là le status, mais c'est un terme officiel, pas un terme officiel. Alors oui, effectivement, a priori c'est quand même un terme officiel à utiliser, mais c'est pas aussi simple que ça sur l'attribution, ne serait-ce que de ce nom-là. Alors, continuons quand même sur notre page ici, sur nos slides. Alors pourquoi on parle de statut du coup, est-ce qu'on en est sûr ou pas? Alors un statut c'est quelque chose finalement qui est calculé, hein, et vous voyez que le statut finalement ça résume un ensemble de conditions et d'états de différents éléments, des containers, du pod lui-même, etc. On parle de 2 choses importantes. D'un côté il y a la phase. La phase c'est une agrégation d'états il faut le voir comme une agrégation d'états. Voilà, c'est tout ce qu'on peut récupérer des containers, des conditions, etc. On prend tout ça, on fait un calcul d'algorithme, et ça nous permet de donner un état simple,
facile à lire et à comprendre, entre guillemets, et qui résume bien une situation pour un utilisateur lambda, j'allais dire bêta, c'est un peu ça, c'est qui affiche quelque chose de résumé, et que l'utilisateur n'est pas lui-même finalement à prendre différents paramètres en compte, se dire ah bon bah tout ça, ok ça veut dire que c'est une erreur, et une erreur de type machin, et puis ça non ça veut dire que ça tourne bien ou relativement bien, etc. Les conditions, elles, c'est quelque chose d'autre, c'est des informations finalement qui sont fournies, ça on l'a vu, en mode booléen, pour dire voilà, j'ai atteint tel niveau et ok, il a été réussi ou non réussi, finalement true false. Donc ça c'est assez simple. Alors, derrière tout ça, en fait, ce qu'il faut revenir aussi, c'est notre architecture, hein. Souvenez-vous ce schéma qu'on avait, et parmi cette architecture, on a différents éléments. On a le scheduler, on a des contrôleurs, on a les kubelets qui sont sur les workers. Et bien en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que certains éléments, par exemple, ne serait-ce que dans les conditions, sont processés, donc calculés dans ces conditions-là, ici les true false et les types, sont calculés par le scheduler, et d'autres sont calculés par le kubelet. Donc il y a aussi une répartition du travail, de remontée de ces conditions-là en fonction des types d'outils. Donc vous voyez un peu la complexité de toute la machinerie qu'il y a derrière tout ça. Et derrière, si on veut ne pas s'arrêter là, et c'est là où les choses deviennent assez intéressantes, mais je m'y suis arrêté très vite, ne vous inquiétez pas, c'est que on peut aller les regarder dans le code de Kubernetes. Là vous voyez par exemple, je vous ai mis le lien, vous allez dans la Kubernetes version 1.31.1, API Core, donc on est dans le centre vraiment de Kubernetes, types Go, donc là c'est les types qui sont déclarés pour le langage Go du coup, et on a un type, alors c'est un peu comme le type c'est un peu comme une classe un petit peu pour les gens qui connaissent d'autres langages type Python ou autres. On a le pod phase qui est on va dire qui est un type hein, finalement de type string, typé string en fait. Et derrière, il est capable de prendre les valeurs suivantes. Pending, vous voyez, donc c'est déclaré de cette manière-là. Donc pod pending, running, succeeded, failed et unknown. Donc vous voyez qu'on retrouve, donc ça c'est pour les phases, on retrouve une déclaration qui est faite. Et ça, c'est assez intéressant d'aller voir ces listes-là et de voir que finalement, on est borné à cette typologie-là. Donc en fait, quand on voit un statut et qu'on voit un statut pending ou un statut running, ça veut dire que ce qui nous a été remonté comme pour définir le statut que l'on voit, ça vient des phases. Ça vient pas des conditions, en tout cas, ça a été pris en compte et surtout, ça émane des phases en question. Pour les conditions, vous voyez qu'on a le même type. On a le même type. On a des types également. Un type qui est pod condition type. Donc c'est pour définir les conditions de format string. Et là on a le pod scheduled, on a le ready, initialized, container ready et disruption target. Donc ça pareil, vous pouvez les retrouver à peu près dans la même page également. Et donc ça, ces choses-là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure finalement. Donc il y en a pas mal, et encore on les retrouve pas toutes. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres types qui permettent d'alimenter ces conditions, etc. Alors en fait, c'est même plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir différents types, différentes choses, mais à la fin, on arrive à le synthétiser en un seul élément. Ça veut dire que derrière, il y a tout un process de calcul. Qu'est-ce qui est pris en compte et à peu près dans quel ordre en fait? Ce qui est pris en compte, c'est le pod status phase, en fait, qui est pris en compte. Le pod status reason, qui est pris en compte. Alors le reason, on l'a pas vu. Normalement, on le voit dans... on va pas le refaire. kubectl describe, on doit avoir le reason qui doit ressortir. Ensuite, les conditions. Donc là, on a la liste des conditions. Il y a un petit calcul qui est fait dessus. Ensuite, on a le pod status init container statuses. Ouais, parce que alors c'est bien de prendre en compte les containers des pods, mais il faut aussi prendre en compte les init containers dans le calcul. Et puis ensuite, on a le deletion et unreachable. Donc là, c'est encore un autre statut, c'est-à-dire qu'en fait, alors si je dis pas de bêtises, là, on est sur le node. Donc c'est-à-dire que même les paramètres du node, et fort heureusement, j'aurais tendance à dire, sont pris en compte dans le statut
du pod, parce qu'en fait, un pod qui est sur un node qui est en mode supprimé ou en mode unreachable, bah, c'est un pod qui n'existe plus, qui n'est plus fonctionnel, donc il faut lui attribuer un statut qui correspond. Et puis ensuite, c'est ce qui va lui permettre, bien sûr, d'être reschedulé par ailleurs, etc. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est assez complexe, en fait. Alors, en fait, l'idéal, c'est pas de rentrer dans ce truc-là et de se dire, bah, finalement, je sais plus où j'en suis, quoi. Donc il y a quand même des choses à retenir dans, on va dire, ce statut au sens large, dans une analyse plus poussée. Donc là, on va rentrer dans une deuxième étape, c'est de se dire, mais en fait, en fonction du statut, qu'est-ce que ça peut sous-entendre et qu'est-ce que je pourrais regarder pour débugger ce truc-là. On verra ça plus tard dans le détail, mais là, en fait, on a Container Creating, ça on en a parlé tout à l'heure, c'est un statut normal en fait, hein, donc là, c'est le pod vient de se lancer, il a été schedulé, et maintenant, bah, il faut créer le container, donc pour ça on va pooler par exemple l'image, et on va définir l'environnement du pod en question, oui, et il va se lancer, donc c'est le container runtime bien sûr qui in fine lance tout ça sur la machine à partir des ordres qui sont passés par le kubelet, et bah, du coup c'est un statut normal, donc il n'y a pas vraiment besoin de le débugger. Le seul debug qui pourrait avoir lieu, c'est que si ce container creating dure très longtemps par exemple, ou bah, si ça dure très longtemps, on a deux cas de figure qui pourraient sonner à nos oreilles, c'est que le téléchargement d'image a peut-être met très longtemps peut-être, donc il y a des problèmes réseau, il y a un problème de registry de l'autre côté qui fournit l'image, ce genre de choses. Et puis on a également où l'image est très très grosse, trop grosse peut-être, et à côté peut-être qu'on a besoin d'attendre la montée d'un volume, comme on a déjà vu lors de la vidéo précédente. Le running, bah lui c'est le truc qu'on attend systématiquement, c'est le statut normal, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Alors, petit truc qui peut arriver, mais très 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 occasionnellement, c'est que si on manipule pas bien le statut d'erreur de nos process, ça m'est déjà arrivé de voir des pods qui sont en running, mais qui malgré tout ont des logs d'erreur, donc ça veut dire que l'applicatif, au sens métier, ne rend pas le bon service, ne fonctionne pas bien, mais pour autant le process tourne. Ça, c'est pas Kubernetes qui peut le deviner comme ça, sauf si on lui donne les billes pour pouvoir le faire. On en reparlera plus tard de ces choses-là, mais en tout cas, c'est pas lui qui est en mesure de deviner ces choses-là, et donc du coup, lui il va considérer s'il a le process qui tourne bien, sans exit code différent de 0, bah, il va faire OK, moi je suis en running et ça se passe très bien. Autre élément, le completed, ça on l'a déjà vu également, c'est pas une erreur non plus, c'est un processus qui s'est terminé. Et donc suivant les caractéristiques du pod, ça on l'a déjà vu plusieurs fois, si le pod est en restart always, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va redémarrer, on va avoir des restarts, et là on va être dans un état qui est pas forcément l'état souhaité, donc là il faut reparamétrer, ça on a déjà fait également. Comment ça se débug ce genre de truc ? On l'a déjà un petit peu vu, mais kubectl describe le pod, du coup on va voir les événements du pod en question, notamment à la fin, voir s'il restart ou pas, son statut, et puis kubectl logs, donc on reverra cette ligne de commande qui permet de sortir les logs des containers à l'intérieur d'un pod. Le terminating, là encore, c'est pas vraiment une erreur, hein. Là on voit au début les trucs qui posent pas trop de problèmes. Terminating, c'est quoi ? C'est un pod qui est en train de s'arrêter, quoi, en fait. Donc on lui a donné le signal SIGTERM, on lui dit écoute, allez, tu vas t'arrêter. Donc il fait ok, je suis en train de m'arrêter. Et là, le pod, il va être terminé normalement au bout d'un moment donné, alors soit plus ou moins long, soit on attend la deadline des 30 secondes de Kubernetes parce que le processus n'a pas reçu ne prend pas en charge le SIGTERM, et du coup on va attendre les 30 secondes, et c'est Kubernetes qui va finir par le tuer un peu brutalement, SIG-kill du coup, et sinon, bah, du coup, c'est le processus qui lui va s'arrêter tranquillement et va faire son arrêt comme il faut. Alors attention, il y a quand même une petite particularité, on en parlera peut-être plus tard, les finalizers, c'est ce qui permet d'éviter qu'un pod s'arrête, tout court. Donc il va rentrer dans un mode terminating, mais il s'arrêtera jamais, parce qu'il y a un ordre peut-être, les gens qui ont mis en place les process pour créer ces pods-là, par les déploiements, etc., eh bien, on souhaitait qu'un ordre, par exemple, soit respecté, ce genre de choses, ou une attention très particulière soit
appliqué dessus, et du coup on a mis en place un finalizer, c'est-à-dire un espèce de stop, dire ok, non, il faut pas que ça se passe comme ça tout de suite, ou faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde quelque chose, ou voilà, il y a des dépendances. Et ça on peut le déloquer, hein, vous voyez, grâce notamment avec des forces et grace période, etc. Ou changement de finalizer. Le pending, alors là, c'est aussi pas forcément une erreur, il n'y a pas de fail, on va dire. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, on n'a pas de fail au sens processus qui tourne, mais pending, ça veut dire que le scheduling ne se fait pas, ne peut pas être satisfait plutôt. Donc le scheduling essaye de se faire, il essaye de trouver, donc on avait le filtering de nodes et le scoring de nodes. Là, on n'arrive même pas au scoring, c'est qu'une fois qu'on a fait le filtering de nodes, on n'a pas de nodes qu'on peut choisir pour pouvoir placer le pod quelque part. Pourquoi ? Parce que peut-être on n'a pas assez de CPU nulle part, on n'a pas assez de RAM nulle part, ou on n'a pas assez de volume nulle part, ou de typologie de ces choses-là, qui permettent de satisfaire les conditions pour pouvoir poser ce pod-là quelque part. Pour débugger ça, c'est assez simple, c'est kubectl describe du pod en question, et dans les événements en bas du kubectl describe, on va retrouver quelque chose qui va nous dire bah écoute, je ne trouve pas les conditions satisfaites pour telle raison. Et là, si on lit bien, on se pose 2 secondes et on arrive à déduire que voilà, il manque peut-être de la ressource, etc. On peut regarder les événements également, et c'est aussi à partir de là, pour les gens qui font des clusters d'auto-scaling dans les cubes managés, que sont prises les décisions d'étendre le cluster et de rajouter un node, un worker supplémentaire automatiquement sur des pending, par exemple. Ça, c'est à partir de là que ça peut se prendre en décision. Pour débugger aussi ce genre de cas de figure-là, c'est de vérifier si finalement, peut-être qu'on a des pods qui sont à côté qui demandent trop de ressources et qu'il faudrait peut-être désallouer de la ressource. On verra qu'est-ce qu'on entend par désallouer de la ressource. Peut-être que le pod actuel demande trop de ressources également, mais ça, on n'a pas encore vu ces choses. On a le crash loop back-off et le failed. Le résultat est un peu similaire. Là, c'est une erreur réelle. Le pod est en train de redémarrer. Alors, il faut savoir que quand il redémarre, il a un processus qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il ne va pas redémarrer toutes les 5 secondes, etc. Non, il va faire « je redémarre au bout de 10 secondes ». Puis, au bout de la fois suivante, ce sera au bout de 20 secondes. Puis, la fois suivante, ce sera au bout de 40 secondes. Et comme ça, en exponentiel. Pour éviter de toujours revenir matraquer comme ça et ne pas donner le temps au processus de démarrer. Donc ça, souvent, ça permet parfois de régler des problèmes directement. Et ça, on le voit aussi également significativement avec la colonne ready, où on a x ready, 0 sur x ready ou 1 sur x ready, avec un nombre de restart, la colonne restart, qui augmente au fur et à mesure du temps, et un délai entre les restarts. Donc c'est pour ça souvent on monitor les restarts. Et ça, c'est souvent lié à une erreur de code, une mauvaise configuration peut-être de Kubernetes, de la ligne de commande, ce genre de choses, mauvaise configuration tout court, des probes au niveau de Kubernetes, on en parlera plus tard, peut-être mal définies, et des limites peut-être trop basses également. Pour débugger, kubectl getlogs par exemple, pourra vraiment aider beaucoup. Image pull backoff, or image, erreur image pull, là en gros on n'arrive pas à tirer l'image. Donc on n'arrive pas à tirer une image, derrière c'est une problématique de se dire ok, j'ai un container runtime, il essaye de tirer une image d'une registry, qu'est-ce qui se passe ? On a une vraie, donc là c'est une vraie erreur, on est bloqué, on n'arrivera pas à déployer quoi que ce soit. Peut-être que le tag est mal défini, le tag de l'image, peut-être que le nom de l'image est mal défini, l'URL de l'image dans le nom de l'image est mal défini peut-être également. On n'arrive pas peut-être au niveau réseau, problème de trafic réseau, problème peut-être aussi d'autorisation au niveau de la registry, peut-être qu'on n'a pas les droits pour pouvoir aller télécharger des images, donc ça peut être ce genre de choses-là. Pour débugger, kubectl describe un des pods ou le pod en question, et on arrivera à trouver des informations un peu plus précises. Evicted, alors ça on n'a pas parlé du tout jusqu'ici, hein, c'est une notion d'éviction. Éviction, ça veut dire derrière, j'ai des pods sur un node, sur un worker, et bien Kubernetes va décider de les shooter, de les dégager de ce node-là pour X ou Y raison. Peut-être que ce nœud a
trop de pression comme on le met en termes de contraintes, en termes d'utilisation de ressources. C'est lié peut-être à des contraintes trop importantes au niveau des ressources, CPU, RAM, etc. etc. Donc on a besoin de libérer de la ressource. Donc pour ça, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Peut-être que sur les pods qu'on a définis, on a mis trop de requests, donc on a réservé trop de ressources pour ces pods-là qui finalement n'utilisent pas tant que ça. Donc peut-être qu'en réajustant, ça peut permettre quand même de relibérer de la place sans dégager pour autant de pods, et de manière à ramener un pod en question. Peut-être que le pod en question, on peut peut-être lui allouer moins de ressources également, de manière à pouvoir lui trouver une petite place. Mais attention, quand on rentre dans ce process-là, ça veut dire qu'on est déjà étroit, et que en cas de fluctuation, par exemple de charge, etc., on a toutes les chances que ça finisse par revenir, le problème, et peut-être pas au meilleur moment qu'on le souhaite, alors que là, on peut peut-être régler le problème durablement. Le debug, c'est kubectl describe du node cette fois-ci, pour essayer de voir les ressources du node en termes de CPU, de RAM, qu'est-ce qui est utilisé, etc. Bon, on verra ça plus tard. kubectl get events pour voir un peu les évictions, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est un phénomène global au niveau du node, est-ce que c'est un seul qui s'est fait evicted, etc. Augmenter les ressources, donc vérifier les requests des pods, etc. OMKill, donc là, bon, c'est déjà très parlant. En gros, qu'est-ce qui se passe? On a une vraie erreur, on n'a pas assez de mémoire pour le pod en question. C'est-à-dire que dans Kubernetes, on verra, on peut définir ce qu'on appelle des limites. Et dans ces limites, si on définit 2 Go de RAM par exemple, eh bien, si on va au-dessus, on reste dans un système géré par Linux, en tout cas sur les bases de Linux. D'ailleurs, on a un OM-kill qui se fait, OM-killer, même principe. Et donc, le pod se fait OM-kill tout simplement parce qu'il a utilisé trop de mémoire. Alors ça a des choses qui peuvent se passer qu'au démarrage, il y a beaucoup de processus qui démarrent et consomment beaucoup de RAM au début, puis ensuite on peut pouvoir recompacter, faire du garbage collector, etc. et redescendre petit à petit. Là, on peut, c'est vraiment à regarder avec un peu plus de finesse, mais on peut utiliser kubectl top pod pour voir les métriques évoluer, mais bien sûr, ça reste très très ponctuel et c'est pas le meilleur moyen pour faire du monitoring dans Kube. Il faut du monitoring parce que pour voir ce genre de choses-là, il faut avoir des graphes et voir réellement ce qui se passe. kubectl get pod également à fournir de l'information et kubectl describe pod. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, c'est déjà plutôt pas mal, je pense en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, on va découvrir les répliques 7. Donc là, on remonte dans la poupée russe tranquillement. Ensuite, on verra les déploiements. Les répliques 7, c'est assez sympa à voir. Vous allez voir, c'est nos premiers scaling de pod. N'hésitez pas également à liker surtout la vidéo. Faites-le, commentez également. Ça soutient vraiment la chaîne de le faire. Et puis également, vous pouvez cliquer sur rejoindre et vous pouvez cliquer sur merci si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Ciao à tous!